bientôt la fin des élections départementales et en attendant le début de la 6ème République. Et on y croit. Bienvenue dans l'Altergité. Retrouvons les désobéissants, le collectif Troïka Basta et Frédéric Lordon à la Banque de France pour une demande bien particulière. L'inauguration du siège de la Banque Centrale Européenne n'est pas passée inaperçue grâce à l'action de Blockupy Francfort. En Égypte, les frères musulmans subissent l'oppression sanglante du gouvernement d'Al-Sisi. Attentat en Tunisie. Cette fois-ci, Daesh s'en prend à un symbole du printemps arabe. Gaëtan, tu reviendras sur le procès qui s'est tenu à Rennes sur la mort de Zied Ebouna. Aujourd'hui, on meurt encore dans la rue. Le 17 mars, le collectif Mort de la rue a tenu à le rappeler. Sans haine, sans armes et sans violence, découvrez le prochain clip d'HK en avant-première. Xavier n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais retrouvons-le avec les désobéissants Troïka Basta et Frédéric Lordon devant la Banque de France. Ont-ils été reçus par le gouverneur et ont-ils réussi à en savoir plus sur les raisons de l'acharnement dont fait preuve la Banque Centrale Européenne à l'égard de Syriza? La réponse en images. Oui, bonjour. On voudrait parler au gouverneur de la Banque de France, s'il vous plaît. On est le collectif Troïka Basta. Et comme il y a des négociations en ce moment même au niveau de la Banque Centrale Européenne, dont la Banque de France fait partie, par rapport à la situation grecque... C'est à la veille de l'inauguration à Francfort du nouveau bâtiment de la Banque Centrale Européenne, qui a coûté 1,3 milliard d'euros, qu'un petit groupe de militants des collectifs désobéissants et Troïka Basta, accompagné de Frédéric Lordon, économiste, a demandé à être reçu par le gouverneur de la Banque de France. Il souhaite s'entretenir avec lui sur les raisons de l'acharnement dont fait preuve la Banque Centrale Européenne, en exigeant de la Grèce une politique d'austérité insoutenable et contraire aux engagements du gouvernement Syriza. Il serait possible de le voir. Il est sur place. Oui, oui, absolument. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez quand même le prévenir de notre présence? Moi, je vous entends plus, là. Oui, envoyez-moi un mail. D'accord. Moi, je ferai passer ça au gouverneur. D'accord. Bah, peut-être vous pouvez prévenir le gouverneur qu'on va l'attendre, parce qu'on est tout un groupe là et... Donc on a voulu faire un blocage de la porte de la Banque de France et dès qu'on a commencé à mettre un câble à la porte, les vigiles nous ont sauté dessus. Votre dette, on s'en fout. Ici se joue, à la Banque de France, comme à la Banque Centrale Européenne, le sort non seulement du peuple grec, mais aussi des peuples d'Europe qui sont confrontés à la liquidation du service public, à la baisse drastique des salaires, à l'imposition de dettes illégitimes. Je rappelle que la dette que l'on essaie de faire payer à la Grèce, c'est la dette contractée auprès de banques privées spéculatives qui ont truqué les comptes de la Grèce, corrompu ses élites pour imposer l'endettement. Et aujourd'hui, les institutions financières européennes ont repris à leur compte ces dettes. On est venu interpeller Christian Noyer, qui ne doit pas avoir l'habitude de l'être en réalité. Varoufakis et Tsipras sont repartis de la série des sommets de février, les mains absolument vides, ou presque. J'ai peur qu'au mois de juin, il y ait une vraie crise dont je ne sais pas exactement encore la nature, ou économique ou politique. Si Tsipras doit revenir à la maison avec les mains vides. Qui pourra se présenter, une fois l'échec de la gauche radicale consommé, comme la seule alternative véritablement disponible? Réponse l'extrême droite. Il faudrait que Tsipras fasse ce qu'il s'est refusé à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire à se mettre intellectuellement et stratégiquement dans la perspective d'une éventuelle sortie de l'euro. Moi je crois que c'est ce qui restaurerait les degrés de liberté de la politique économique grecque et qui lui redonnerait des marges de manœuvre. Ça ne serait pas une promenade de santé. Pendant 12 à 18 mois, ça serait vraiment dur, mais avec l'espoir d'une reprise et puis surtout d'une restauration de la Grèce dans sa souveraineté populaire et politique, c'est-à-dire avec la possibilité de mener la politique pour laquelle Syriza a été élu, etc., etc. Après un procès verbal pour cris et vociférations, le petit groupe est reparti, emportant avec lui chaînes, banderoles et cadenas prêts pour une prochaine visite. BCE toujours, l'inauguration de son nouveau siège a fait beaucoup de bruit. Le 18 mars, ce ne sont pas moins de 20 000 personnes qui ont défilé à Francfort en répondant à l'appel de Blockupy, un réseau de 90 organisations de gauche, dont des partis politiques, des syndicats, des ONG, unis pour renforcer la démocratie et la solidarité et mettre en échec les politiques libérales. Plusieurs milliers de manifestants ont même réussi à bloquer symboliquement l'entrée du bâtiment. Malgré la présence policière massive, présence extrêmement coûteuse, c'est une provocation supplémentaire pour les peuples. Égypte, le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sisi poursuit la répression de la contestation populaire.
On se souvient que ce gouvernement avait déjà évincé Mohamed Morsi de la présidence alors que celui-ci avait été élu démocratiquement en 2012. La semaine dernière, nous vous parlions des militants laïcs réprimés, mais les frères musulmans subissent une violence tout aussi terrible. Les premières pendaisons d'opposants islamistes ont eu lieu ce mois-ci en Égypte. Le chef suprême des frères musulmans ainsi que 21 autres hauts dignitaires viennent eux aussi d'être condamnés à mort. Ce ne sera pas les derniers, des centaines devraient suivre. Et près de 15 000 autres sont condamnés à la perpétuité à la suite de procès expéditifs de masse dénoncés par la communauté internationale et des ONG. Plus d'1 millier d'islamistes auraient été tués lors de manifestations en pleine rue par des policiers et des soldats. L'actuel président pro-américain Abdel Fattah al-Sisi l'avait promis, il veut en finir avec le mouvement des frères musulmans, confrérie vieille de 86 ans et déclarée désormais organisation terroriste. Depuis qu'il a renversé en juillet 2013 le président islamiste Mohamed Morsi, il a instauré un régime bien plus autoritaire que les précédents chefs d'État. Seul président élu démocratiquement dans l'histoire du pays, Morsi encourt lui aussi la peine de mort, notamment pour meurtre de manifestants lorsqu'il était au pouvoir. La quasi-totalité de sa direction, actuellement derrière les barreaux, encourt la peine de mort dans des dizaines d'affaires. En même temps, les attaques contre les forces de l'ordre sont devenues quasi quotidiennes. Selon le gouvernement, plus de 500 policiers et soldats ont été tués dans des attentats. Mais avec un tel écrasement d'un gouvernement élu démocratiquement et de tous les opposants au régime actuel, de nombreux militants, qu'ils soient islamistes ou simplement contre la dictature, sont inéluctablement poussés à la violence. L'engrenage ne fait donc que commencer. Depuis 2011, la Tunisie est devenue un symbole du printemps arabe, prouvant ainsi qu'aucun régime n'est à l'abri d'une révolution. Mais les attentats qui ont frappé le pays la veille du Forum social mondial risquent-ils d'entraver l'émancipation du peuple tunisien ? L'attentat qui a frappé la Tunisie au cœur, tuant plus de 20 personnes, au musée Bardo, rappelle la violence de l'attentat contre Charlie Hebdo en France. La Tunisie est un des seuls pays des printemps arabes à mener une transition démocratique avec une société civile forte et organisée. La réaction immédiate et spontanée des citoyens tunisiens descendus en masse dans les rues en témoigne. À chaque fois, ils tuent des forces de sécurité tunisiennes. Et maintenant, des touristes. Mais c'est haram, c'est interdit. Ils sont venus dans notre pays comme des invités. Je ne veux pas ça pour eux, ça me désole, nous sommes tristes. Du 24 au 28 avril 2015, la Tunisie accueillera le Forum social mondial. Des milliers de délégués, syndicalistes, militants des droits humains, hommes politiques, militants et associatifs, venus des 4 coins du monde, se retrouveront pour échanger et proposer de nouvelles perspectives sociales. Ce sera l'occasion de manifester leur soutien à ce pays encore fragile et de faire de Tunis, blessé, une capitale de la solidarité. 10 ans après la mort de Zied et Bouna, morts qui avaient embrasé les banlieues pendant plusieurs jours, 2 policiers comparaissaient à Rennes la semaine dernière pour non-assistance à personne en danger. Et tu y étais, Gaëtan. On va commencer par un petit retour sur les faits d'abord. Le 27 octobre 2005, Zied, Bouna, Mouhitine et d'autres amis sont pris en chasse par la police et ils se cachent dans un transformateur électrique où, on le sait, les 2 premiers trouveront la mort. Un des policiers, Sébastien Gaymin, a vu les 3 adolescents entrer sur le site d'EDF et il a déclaré à sa collègue Stéphanie Klein, en poste commissariat, que s'ils entraient sur le site, je cite, « ils ne donneraient pas cher de leur peau ». Il a ensuite averti ses collègues de ne pas y entrer sur le site en raison du danger. Donc s'il avait bien conscience du danger que les 3 jeunes couraient, comme on pourrait le croire en entendant les déclarations radio, alors il s'est rendu coupable et sa collègue complice de non-assistance à personne en danger. Sébastien Gaymin aurait pu par exemple crier aux 3 jeunes de faire attention, de quitter ce lieu, il aurait pu alerter EDF, avertir ses collègues aussi pour calmer la course-poursuite, faire baisser la tension. Et lorsque les policiers sur place ont fini par interpeller 6 des amis de Zied, Bouna et Mouhitine, Sébastien Gaymin et Stéphanie Klein auraient pu s'assurer que les 3 jeunes faisaient partie du groupe et aller à leur recherche dans le cas contraire. Mais ils ne l'ont pas fait. Maître Torjman, avocat des parties civiles, a déclaré à la cour « Un policier qui voit s'approcher des enfants d'un site EDF doit prévenir le risque. Et que fait Sébastien Gaymin à ce moment-là ?
il s'agenouille, il baisse sa radio, il veut de la discrétion. Il devait alerter et au lieu de cela, il choisit le silence. Un silence fatal pour Ziad Ebouna. Mais au-delà de l'accusation de non-assistance à personne en danger qui pèse sur Stéphanie Klein et Sébastien Guillemin, c'est la question des relations entre la police et la population qui était en jeu. Mais évidemment, même Maître Mignard, l'autre avocat des parties civiles, s'est indigné que les policiers n'aient utilisé qu'une partie de leur cerveau interpellateur, et qu'ils n'aient pas été dans une dynamique d'assistance. Mais en même temps, lorsqu'une culture institutionnelle du chiffre qui pousse les agents de terrain à se comporter en chasseurs, à ramener des crânes, à faire des bâtons, est instaurée depuis des décennies, comment s'étonner que des policiers soient plus dans une logique d'interpellation que de protection? On peut aussi se demander pourquoi les adolescents ont fui la police au péril de leur vie alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Ils n'avaient commis aucun vol, aucune dégradation, contrairement à ce qu'une première version policière avait affirmé dans la soirée. Ils avaient simplement fui par peur de se retrouver au poste, par peur de se faire tabasser, a dit Muhittin Alabar. Et les deux policiers inculpés, eux, ne sont pas responsables de cette peur. Et pourtant, c'est à cause de cette peur que Ziad Ebouna se sont cachés dans le transformateur et en sont morts. Mais comme l'a rappelé le juge, ce n'est pas le procès de la police. Alors d'après toi, la responsabilité personnelle des deux policiers est limitée. Oui, parce qu'on a affaire à un problème beaucoup plus global. On a une institution policière à qui on ne demande plus d'assister la population, mais de la réprimer, donc de lui faire peur. Est-ce que c'est au rôle de la police de faire peur à la population? Dans ce cas-là, par rapport à Sébastien Guillemin et Stéphanie Klein, on peut se demander s'ils ne sont pas devenus les boucs émissaires d'une affaire trop brûlante, celle de Clichy-sous-Bois, pour être dissimulée par un simple non-lieu, comme c'est souvent le cas. Donc, tant qu'on attendra des tribunaux d'avoir une réponse à cette question, il n'y aura pas de véritable justice. Mourir, on n'a pas le choix, il faut bien l'accepter. Mais mourir seul, dans la rue... Avant la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, le collectif Morts de la rue a voulu rendre hommage aux 480 morts dans la rue en 2014. 49 ans en moyenne. Collectif Les Morts de la rue, amis, familles, voisins, associations vous invitent à leur rendre hommage. Vivre à la rue et y mourir n'est pas une fatalité. Vivre à la rue, on en crève. Ahmed Medahi, 64 ans, est mort le 3 janvier 2014 à Paris 5e. Sinatombi Tangarasa, 61 ans, est mort le 3 janvier 2014 à Paris 18e. Réan Gurkan, 77 ans, est morte le 4 janvier 2014 à Paris. André, 77 ans, est morte le 5 janvier 2014 à Alès. Un homme est mort le 6 janvier 2014 à Biarritz. Christian, 54 ans, est mort le 7 janvier 2014 à Nantes. Nicolas H, 65 ans, est mort le 8 janvier 2014 à Lyon 3e. Raphaël Vorburger, 54 ans, est mort le 9 janvier 2014 à Paris 19e. Un homme, 40 ans environ, est mort le 9 janvier 2014 à Sainte-Maxime. Pierrette Drouet, 61 ans, est morte le 10 janvier 2014 à Rouen. Didier, 41 ans, est mort le 10 janvier 2014 à Grenoble. Un homme, 53 ans. De la musique pour conclure, avec en avant-première spécialement pour l'Altergité, le dernier clip d'Ashka qui va sortir en même temps que son album Rallumeur d'étoiles. Alors tu as déjà dû entendre un de ses titres phares, Gaëtan. On lâche rien! On lâche rien! Mais on le fait sans haine, sans armes et sans violence. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place. Ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience. Sans haine,
sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée. Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes,